Nous sommes dimanche 28 octobre 2018. Vous êtes sur RTI 1. Bienvenue dans le 13h. La gouverneure générale du Canada est en Côte d'Ivoire depuis vendredi dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. La très honorable Julie Payette, ancienne astronaute, était hier à Yamoussoukro où elle a échangé avec les étudiants de l'INP, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Amadou Gon Coulibaly a regagné Abidjan hier samedi après avoir pris part à la 11e conférence sur la politique mondiale à Rabat. Avant de quitter le Maroc, le Premier ministre a accordé des audiences en présence de notre reporter Alexis Ouedraogo. Nous retournerons sur place dès le début de ce journal. Robert Bowers a été inculpé hier de crimes fédéraux après avoir abattu 11 personnes dans une synagogue de Pittsburgh aux États-Unis. Équipé d'un fusil d'assaut et d'au moins 3 pistolets, il a crié « Tous les Juifs doivent mourir » et a commencé à tirer sur les fidèles réunis. C'est la plus grave attaque antisémite de l'histoire récente du pays. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Le deuxième forum international sur la retraite dans la zone Cyprès a eu lieu du 24 au 26 octobre dernier à Grand-Bassam sous le thème « La couverture vieillesse, instrument de lutte contre la pauvreté ». Il s'agissait de discuter, de réfléchir et mettre en œuvre les initiatives arrêtées afin de permettre aux travailleurs d'avoir une retraite paisible. Un forum donc pour tenter d'apporter des solutions concrètes dans la recherche d'une meilleure couverture sociale pour les travailleurs. Quelles sont les conclusions de ce forum? Quelles en sont les retombées pour la Côte d'Ivoire? Et qu'en est-il surtout de l'amélioration du niveau des pensions de retraite dans notre pays? Et pour en parler, le directeur général de la protection sociale au ministère de l'Emploi et de la protection sociale est sur notre plateau, Idriss Traoré. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. D'entrée de jeu, dites-nous, quel est l'état des lieux de la couverture sociale dans notre pays? Alors, la couverture sociale en Côte d'Ivoire se porte très bien. Il faut même dire qu'elle est en pleine expansion. On a des projets qui sont en cours de mise en œuvre et très bientôt, on aura des avancées encore plus importantes pour la population ivoirienne. D'accord. On va approfondir tout cela tout à l'heure, dans une demi-heure. À tout à l'heure, monsieur le DG. Merci. Alassane Ouattara, le président, a quitté Abidjan ce dimanche 28 octobre à 12h15 pour l'Allemagne. Le chef de l'État va prendre part à la conférence sur le partenariat G20 Afrique. Le thème, promotion des investissements privés et participation économique dans les pays africains par la coopération entre le G20 et les États africains et les banques de développement. Vous le voyez en image, vice-président de la République et le Premier ministre et d'autres membres plusieurs membres du gouvernement donc étaient à l'aéroport pour accompagner le président Alassane Ouattara. Je vous le disais en titre, depuis vendredi, la gouverneure générale du Canada est en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Après avoir été reçue dès son arrivée par le chef de l'État au palais de la présidence de la République, la très honorable Julie Payette égrène peu à peu les activités inscrites à son agenda. Cette ancienne astronaute a partagé hier son expérience avec les étudiants de l'INPHB, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Herman Guivet, depuis Yamoussoukro. Une salle de conférence de l'INPHB archi-comble. L'orateur très attendu du jour, Madame la gouverneure générale du Canada, la très honorable Julie Payette. Des milliers d'étudiants venus de plusieurs écoles de l'INPHB écouter, échanger avec la deuxième femme canadienne à avoir effectué un voyage dans l'espace. La direction de l'INPHB, elle, multiplie les perspectives de collaboration avec les universités canadiennes. Un projet de partenariat en cours avec l'Université d'Ottawa. Dans ce cadre, une forte délégation de cette université conduite par son recteur sera accueillie sur ce campus le 26 novembre 2018. Mesdames et messieurs, grâce à ces partenariats, l'INPHB espère pouvoir contribuer à développer les talents des jeunes en vue d'offrir à la région africaine des cadres compétents. Des échanges qui assurément seront plus que bénéfiques pour les étudiants qui ont effectué massivement le déplacement. Madame le gouverneur général, les échanges qui auront lieu constituent une occasion offerte à ces jeunes pour s'imprégner de votre expérience et pour comprendre que la passion et l'audace sont des clés essentielles pour le succès. La jeunesse sera un levier du développement que si elle a la chance de s'inspirer des modèles comme vous, ce soir ici, dans cette salle, c'est une opportunité unique que vous lui offrez
Merci beaucoup, Madame le gouverneur général, de nous donner cette occasion. Un véritable cours d'astronomie en version réduite pour rappeler les objectifs communs et les actions engagées par la recherche spatiale pour la bonne santé de la planète Terre. Des enseignements plus qu'enrichissants. Séance de questions-réponses avec l'orateur du jour, puis est venue l'heure de la séparation. Il y a 3 choses qui nous font vraiment peur dans une station spatiale. Un feu, l'air qui s'enfuit ou la menace d'une explosion avec des choses toxiques. Tout le reste, ça gère. Merci à tous. Bonne chance dans vos études. Au revoir. Avant cette étape de Yamoussoukro, la gouverneure générale du Canada s'est rendue à Djekano, au village de Tafissou précisément, pour y visiter une plantation de cacao. Cette visite pour constater par elle-même les résultats de la collaboration tripartite SFI Canada Groupe Cargill dans le cadre d'une aide apportée aux coopératives agricoles de cacao. On retrouve Herman Guivet. Une invitée de marque sur la route des champs du village de Tafissou, dans la préfecture de Djekano. Son Excellence, la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada. Le site visité, un champ de cacao dont le propriétaire est membre d'une coopérative bénéficiaire d'un projet baptisé Doni Doni, réalisé en collaboration avec le gouvernement du Canada, la société Cargill et la société financière internationale. Vous, votre cacao, vous le vendez à qui? On vend à la coopérative. D'accord, la coopérative, elle, qui dirige. Entre feuilles séchées et plants de cacao, la gouverneure générale du Canada, Julie Payette, se fait expliquer le mécanisme d'exploitation et d'entretien d'une plantation de cacao. Avec ça, on est obligé de planter, serrer un peu les plants pour pouvoir maintenir un peu. Les questions fusent, les réponses aussi. Pendant au moins 6 jours, le 7e jour, on en est pour aller sur le séchage. Puis instant dégustation, fèves et jus de cacao. Le cacao, l'un des fers de lance de l'économie ivoirienne. C'est une culture que vous connaissez bien ici en Côte d'Ivoire. Vous êtes le plus grand producteur au monde. Mais il y a des changements climatiques qui arrivent. Il y a une déforestation massive qui va avoir un impact sur cette culture. Et donc, il faut regarder tous ces enjeux en même temps pour permettre à ces millions de personnes qui gagnent leur vie avec la culture du cacao de continuer. Objectif de ce projet, soutenir et renforcer les capacités de gestion de plus de 300 cadres et dirigeants de ces coopératives et leur faciliter l'obtention de financement. Les bénéficiaires témoignent. Avec le monde qui a évolué, que nous faire apprendre comment il faut travailler, comment il faut mettre les arbres pour pouvoir maintenir le temps dans le champ. Avec ça, avec l'air et écoute, vraiment ça va. Vraiment, avec les partenaires, la coopérative a pu réaliser la construction de cette école que vous voyez et ces classes-là. Grâce à la coopérative, on a acheté des ambulances dans des villages comme Bonikro et on a fait des forages dans plusieurs villages dans la zone de Djekano et puis un peu dans la zone de Kokumbo. Pour la première fois qu'une présidente arrive dans mon village, je suis très content. La coopérative vraiment s'occupe de nous. Ils s'occupent de nous et nous aident beaucoup. Mais on leur demande encore d'efforts, de nous aider encore plus de ce qu'ils font. Une école primaire réalisée grâce à ce partenariat SFI Canada Cargill et coopérative agricole, de quoi veiller à assurer les beaux jours du cacao, filon agricole ivoirien. Voilà pour les activités de la gouverneure générale du Canada en Côte d'Ivoire depuis vendredi. Amadou Gon Coulibaly a regagné Abidjan samedi après avoir pris part à la 11e conférence sur la politique mondiale à Rabat. Avant de quitter le Maroc, le Premier ministre a indiqué le bien fondé de la participation de la Côte d'Ivoire à l'édition 2018 de la World Policy Conference. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité aujourd'hui pour nos États africains de faire face à nos responsabilités. C'était au micro de notre envoyé spécial à Rabat, Alexis Ouedraogo. Au terme de sa participation à la 11e édition de la World Policy Conference, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a quitté Rabat en milieu de matinée ce samedi. Bien avant, une série d'audiences à son hôtel, dont celle avec le vice-président de l'entreprise Renault, spécialisée dans l'automobile, M. Fabrice Cambeline. Le chef du gouvernement n'a pas manqué de repréciser l'intérêt pour la Côte d'Ivoire de participer à ces rendez-vous. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer la mise en œuvre de politiques économiques dans nos États ou au niveau du continent africain sans regarder tout ce qui se passe autour de nous.
les relations internationales donc, dans le monde ont des incidences économiques, ont des incidences qui sont financières et qui impactent naturellement le développement de nos États. Alors venir donc à ce genre donc, de rencontre permet au continent africain, pour ce qui nous concerne et pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, venir porter notre voix dans cette réflexion, ou dire un peu comment nous aussi nous voyons donc l'organisation de ce monde, pour que d'une organisation efficace donc, du monde, nous puissions avoir les meilleures répercussions donc, sur nos économies et donc, les meilleures répercussions sur les conditions donc, de vie donc, de nos populations. Le forum de la World Policy Conference referme ses portes ce dimanche. Sur place au Maroc, le chef du gouvernement a accordé de nombreuses audiences, entre autres celle accordée au ministre marocain en charge de la modernisation de l'administration. Puis en marge de la 11e édition de la World Policy Conference à Rabat, les ministres ivoiriens et marocains en charge de la modernisation de l'administration ont eu plusieurs séances de travail. L'objectif étant de structurer et renforcer la coopération dans le domaine de la gestion de l'administration. On retrouve notre envoyé spécial à Rabat. Une équipe du ministère de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service public est à Rabat. Elle a eu plusieurs séances de travail avec l'équipe marocaine. Le renforcement de la coopération dans le domaine de la gestion de l'administration était au cœur des échanges. Ce partage d'expérience que nous sommes en train d'entamer avec le ministère de la Réforme administrative du Maroc va nous permettre de corriger les lourdeurs administratives que nous connaissons dans notre pays et nous permettre justement de pouvoir réagir et faciliter les rapports entre l'administration publique et le citoyen ivoirien. Mais nous touchons également par rapport à cela tout ce qui a trait à la gouvernance et l'éthique, n'est-ce pas, dans l'administration. Et pour suivre la bonne avancée des travaux, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a accordé une audience au ministre en charge du secteur. On a même dégagé et identifié quelques domaines de coopération, comme par exemple l'amélioration des rapports de l'administration avec les citoyens, la gestion dématérialisée des réclamations des citoyens, la gestion des ressources humaines. Il y a un certain nombre de domaines pour lesquels nous avons exprimé notre disposition à partager notre expérience avec nos frères ivoiriens. La signature d'un mémorandum est prévue en décembre prochain à Abidjan. Reportage signé Alexis Ouedraogo, de retour de Rabat au Maroc. Ahmed Bakayoko, lui, est présentement en France. Le ministre d'État, ministre de la Défense, prend part au salon Euronaval 2018 à Paris-Bourget, le salon mondial du naval, de défense et de sûreté-sécurité maritime qui fête cette année ses 50 ans. Image commentée par Michel Digré. Salon Euronaval 2018 à Paris. Tribune d'exposition des dernières innovations dans les secteurs du naval, de défense et de sécurité, sûreté maritime. Les équipements autonomes continuent leur progrès et étendent leur influence. De même, les nouvelles applications de l'intelligence artificielle. Les offres dans le domaine naval ont couvert cette année quasiment tous les types de navires, mais beaucoup de savoir-faire dans les domaines des télécommunications, des radars ou de la cybersécurité ont été présentés. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui représentait la Côte d'Ivoire, est revenu sur la situation de la sécurité des frontières maritimes du pays. La Côte d'Ivoire a une facette maritime importante. Nous avons quelques outils qui nous permettent de surveiller nos côtes, mais nous sommes dépourvus de moyens de surveillance et d'économie en haute mer. Donc ce salon nous a permis d'avoir des discussions avec des fournisseurs qui nous ont proposé des bâtiments et nous allons faire le point avec l'état-major de la marine, au Comité national de sécurité et voir quelles sont les décisions que la Côte d'Ivoire peut prendre. Nous avons aussi également eu des solutions en termes de logiciels de surveillance de nos côtes par des radars ou par des satellites. Nous allons regarder toutes ces solutions et voir quelles sont celles qui sont les plus adaptées et les plus adéquates pour la Côte d'Ivoire. Mais c'est un défi important parce que notre pays fait face à des graves défis. La piraterie maritime, les gens qui raclent le fond de mer, il y a la sécurité, il y a la souveraineté, la défense, il y a donc la pêche illégale, il y a tout cela. Et aujourd'hui, les pays comme le nôtre ont le devoir de marquer leur souveraineté sur la terre,
dans les airs, mais également et surtout sur la mer. 172 pays ont accès à la mer. Au niveau mondial, la flotte militaire représente environ 10 000 bâtiments, dont 500 sous-marins. 80 d'entre eux disposent d'une flotte militaire, mais seulement 30 pays au monde ont une industrie navale de défense. Ce sont près de 470 exposants de 34 pays et près de 90 délégations étrangères, soit quasiment toutes les marines du monde, qui se sont donné rendez-vous à ce salon, avec en ligne de mire certainement la préparation de contrats d'achat de matériel. Baobab. Baobab, c'est la nouvelle plateforme client du Trésor public ici en Côte d'Ivoire. Le Trésor qui a décidé de se rapprocher davantage de ses clients et partenaires. Cette plateforme lancée vendredi dernier permettra désormais aux usagers d'avoir accès aux différents services du Trésor public. Il leur faudra juste un téléphone portable et une connexion Internet. Francis Boisfond. Accéder aux différents services du Trésor public à partir d'une tablette, d'un téléphone portable, d'un ordinateur connecté à Internet. C'est désormais possible. La plateforme de relations clients dénommée Baobab a été lancée vendredi à Abidjan. Baobab est un espace interactif de traitement en temps réel des préoccupations des usagers clients du Trésor public et du suivi en ligne de leurs dossiers. Ces engagements portent sur la qualité de l'accueil physique et téléphonique, la célérité dans le traitement des dossiers et la fourniture de nos prestations dans des délais préalablement définis. Pour le directeur général du Trésor public, la transformation digitale des services s'inscrit dans la vision du gouvernement qui prône une administration efficace, performante et à l'écoute des usagers. C'est une application qui vient à point nommé, qui, pour ma part, va vraiment permettre plus de transparence dans les activités du Trésor, d'autant plus que les banques cherchent à financer, à accompagner les entreprises qui parfois souscrivent à toutes les opérations de l'État et on est parfois confronté à des difficultés sur le traitement des dossiers de nos clients, ce qui en fait met à risque nos crédits. Ici, il y a plus de transparence, on peut avoir l'assurance que les banques pourront très facilement accompagner ces clients. Avec la plateforme Baobab, le Trésor public se rapproche davantage de ses partenaires, des clients et surtout des opérateurs économiques. La mise en place de cet outil traduit l'engagement du Trésor public à contribuer à l'amélioration de l'environnement des affaires en facilitant l'accès des usagers, notamment privés, aux informations. Nous devons tout mettre en œuvre pour promouvoir la transparence dans l'administration publique. Nous sommes en train de constater que les missions qui nous sont confiées ont déjà bien été amorcées par le Trésor public. Qui effectivement réinvente le service public. Le souhait des usagers, rendre la plateforme Baobab opérationnelle à tout moment avec une connexion Internet à haut débit pour éviter d'éventuelles perturbations. Vous allez le voir en image, la Direction générale du budget et des finances a tenu jeudi dernier une conférence à destination des contrôleurs budgétaires sur le thème « Exploitation du compte financier de l'agent comptable ». Cette tribune avait pour but de renforcer les capacités des contrôleurs budgétaires sur la collaboration à entretenir avec les agents comptables en service dans les établissements publics nationaux. Cela dans le but d'optimiser la gestion des finances publiques. Cette conférence met donc fin à un mois de formation des contrôleurs budgétaires par la Direction générale du budget et des finances en partenariat avec l'Institut des finances. La direction des enquêtes douanières, elle, a organisé vendredi dernier une journée de la qualité en direction de ses agents. C'est un chantier majeur dont l'objectif est de mettre en place une administration moderne, une administration efficace et vertueuse au service de l'État. L'enjeu, c'est d'améliorer la mobilisation des recettes budgétaires. Lonsine Bakayoko nous en dit plus. Les outils de travail et les instruments de mesure de la qualité. Ce sont là quelques modules de cette deuxième formation, une formation pour accroître la performance de la direction des enquêtes douanières. L'objectif poursuivi est de satisfaire en amélioration continue les besoins et attentes de ceux-ci, puis de garantir l'efficacité du système de management en vue de hisser la direction générale des douanes au rang d'administration de référence en Côte d'Ivoire et dans le monde. Cette efficacité devrait se traduire notamment par la célérité, l'équité, la transparence dans le traitement des dossiers, la clarté et la simplification des procédures qui doivent être mieux connues des usagers. Donc d'une manière pratique, décliner toutes les normes juridiques, décliner
toutes les fiches qui sont mises en place pour que chaque agent, à son niveau donné, puisse savoir quel est le travail qu'il a à faire et chercher à savoir si ces travaux-là sont faits conformément à la norme. Toutes ces initiatives sont encouragées par la Haute Direction des Douanes. À travers la modernisation de son système, la Direction générale des douanes voudrait atteindre les objectifs de mobilisation des ressources fixés par le gouvernement. Le personnel de la DED exercera ses missions et ses attributions non seulement dans le respect des exigences légales et réglementaires, mais aussi dans le respect des stipulations normatives. Dans le projet de budget 2019, la contribution des douanes dépasse les 2000 milliards de francs CFA. Venons-en maintenant à la 10e édition des Journées africaines de la géotechnique qui viennent de se tenir ici à Abidjan. À la clôture de cette édition 2018, des propositions ont été faites pour l'amélioration de la qualité et la durabilité des ouvrages de génie civil. Les experts géotechniciens sollicitent un financement pour leur permettre, entre autres, la valorisation des matériaux locaux et la réglementation de l'activité géotechnique en Afrique. Ouattara Amadou Walter. Après 4 jours de réflexion autour du thème « Ingénierie géotechnique en Afrique intertropicale, bilan et perspectives », les participants issus d'environ 20 pays d'Europe, d'Amérique et d'Afrique ont fait des recommandations et des propositions pour l'amélioration de la qualité et de la durabilité des ouvrages de génie civil. Au lieu d'utiliser les solutions classiques de béton armé, on peut utiliser par exemple les géosynthétiques ou les géogrilles en l'occurrence pour construire des ouvrages durables, économiques aussi. On peut stabiliser avec les géotextiles. On peut bien sûr stabiliser les matériaux avec du ciment. Et aussi, il y a d'autres solutions. Mais ça, ce sont les solutions les plus utilisées. La solution que, par exemple, le BIM ou l'intelligence artificielle, c'est qu'on aura des meilleures projections dans le sens qu'on peut prévoir longtemps à l'avance les dégradations qui pourront avoir lieu. On retient de cette cérémonie de clôture une motion de soutien au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement et un appel à des experts dénommé l'appel d'Abidjan. Il s'agit d'une sollicitation pour le financement du projet de révision des règles techniques en Afrique intertropicale P2RT. Représentant le docteur Amédée Kofi Kwaku, ministre de l'équipement et de l'entretien routier, le directeur de cabinet du dit ministère a jugé positif le bilan de l'ingénierie géotechnique en Afrique. Je voudrais me féliciter de tous les progrès accomplis ces dernières années par nos associations que sont l'ALBTP et le CTGA pour la production des 3 premiers fascicules sur le diagnostic et le traitement des ouvrages en béton dégradé. C'est la 3e fois que la Côte d'Ivoire accueille les Journées africaines de la géotechnique après les éditions de 2010 et de 2015. Des infrastructures, Omar Yatou connaît la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. On a inauguré 3 récemment à Gbeleban dans le Kabadougou, financé à hauteur de 100 millions de francs CFA par le Fonds national de solidarité et le projet d'appui à la réconciliation et l'inclusion à la cohésion sociale. Ces projets visent à doter les populations d'infrastructures de base non prises en compte par les programmes ordinaires de développement de l'État. Reportage Moussa Koulibaly dans un récit d'Abou Sanogo. Une unième initiative pour l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Cette fois, ce sont les femmes de Gbeleban qui sont à l'honneur. Elles viennent de bénéficier de 2 projets financés par le Fonds national de solidarité, une institution de formation et d'éducation de la femme entièrement équipée et une chambre froide ultramoderne. Désormais, au lieu d'être des femmes assistées, vous deviendrez de véritables agents de développement, des créatrices de richesse, ce qui va améliorer vos conditions de vie et lutter efficacement contre la pauvreté. En plus de ces infrastructures, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Marietou Koné, a également inauguré une radio communautaire financée par le projet d'appui à la réconciliation et l'inclusion à la cohésion sociale. Le tout d'un montant total de plus de 100 millions de francs CFA. J'invite donc nos mamans, nos sœurs et nos filles
à mettre en place un comité consensuel, sans distinction d'origine ethnique, d'appartenance religieuse ou politique, pour faciliter la gestion et l'entretien de ces deux infrastructures. Remis en service depuis 2016 par le président de la République Alassane Ouattara, le Fonds national de solidarité a permis la réalisation de plusieurs projets au profit des populations. La construction et l'équipement de la maison des chefs, de foyers polyvalents, la construction et la remise en service de pompes hydrauliques à motricité solaire et des moulins aux femmes sont entre autres les projets financés par le Fonds. Revenons à Abidjan pour prendre part à la première édition du Soleil des Indépendances, une rencontre d'échange sous le thème « Jeunesse africaine, enjeux et perspectives pour une relève de qualité ». Elle a eu lieu cette semaine à l'hôtel communal de Cocody à l'initiative de l'ONG Afrique Génération 21, une organisation non gouvernementale qui œuvre pour la promotion de la culture des peuples africains. Pierre Dipomelin et Serge Collier. Briser les barrières culturelles et réfléchir sur le devenir de la jeunesse 58 ans après l'indépendance. C'est le sens de cette rencontre d'échange qui a réuni 8 pays africains ayant accédé à l'indépendance dans le même mois d'août en 1960. Il s'agit du Bénin, du Niger, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Centrafrique, du Congo et du Gabon. Il était vraiment nécessaire et important de réunir toutes les communautés de ces 8 pays vivant en Côte d'Ivoire pour réfléchir un peu autour des questions socio-économiques et voir un peu comment assurer leur développement. Le tableau n'est pas reluisant, à en croire le conférencier. Il dénonce l'absence d'éthique et de morale dans la formation des jeunes, un point de vue partagé par les participants. Ce monsieur a été formé, il est docteur, il est professeur, mais il ne sait pas se comporter en société. Je pense qu'il est important dans la formation à tous les niveaux, au niveau formel, non formel et informel, de façon à ce que les gens prennent en compte la dimension morale. Au niveau de la jeunesse, il y a beaucoup de travail à faire, d'éducation particulièrement, de civisme. Dans notre temps, il est difficile de voir un élève qui se promène avec son professeur. D'ailleurs, même quand vous les voyez, même vous fuyez pour vous cacher. Mais aujourd'hui, on se promène ensemble, on fait tout ensemble. Franchement, je ne peux pas dire que c'est l'évolution. Non, c'est la régression. Afrique Génération 21 est une ONG béninoise à caractère international. Elle travaille à l'intégration des peuples à travers la promotion des droits humains. Nous sommes dimanche, jour de prière, alors un mot de religion dans ce 13h. La plateforme des leaders croyants pour la paix, la réconciliation, la cohésion sociale et le développement a vu le jour à travers sa première rencontre avec les membres de cette organisation. Le but est de mettre officiellement ses membres en mission pour promouvoir la paix et la réconciliation pour des élections apaisées. Patricia Omoetia. Les leaders religieux se sont engagés dans la recherche de la paix. Ils ont mis en place une plateforme dénommée la plateforme des leaders croyants pour la paix, la réconciliation, la cohésion sociale et le développement. L'objectif est de promouvoir la paix et de vivre ensemble. Nous avons décidé, tous croyants confondus, musulmans et chrétiens, toutes tendances confondues, de nous mettre ensemble pour penser une stratégie, mener des actions pertinentes sur le terrain pour aider le gouvernement et les institutions à ramener la paix. Selon Clément Akobé, fondateur de la plateforme, il s'agit d'une mission d'intérêt général pour laquelle il souhaite avoir le soutien des populations. La paix commence d'abord dans son cœur et ensuite dans sa famille, ensuite dans son village, dans sa ville. Et ensuite, nous allons aller dans toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire. La plateforme constate qu'à l'approche des échéances de 2020, la paix sociale risque de nouveau d'être compromise par la fragilité des alliances politiques et des crises internes. C'est pourquoi elle met ses messagers en mission. Nous demandons aux acteurs politiques que lorsqu'il y a l'élection, il faut qu'on soit fair play. Parce que si on n'est pas fair play, on crée des faux problèmes. Des messagers au nombre de 120 qui sont des hommes et des femmes, issus des différentes confessions religieuses et qui se distinguent par une qualité de vie, notamment par leur contribution à l'apaisement des tensions et au maintien de la paix. Pour la plateforme, l'objectif général de cette rencontre
vise à révéler à la nation l'existence d'un instrument interconfessionnel pour l'édification d'une paix et d'un développement durable en Côte d'Ivoire. Un mot d'actualité internationale en bref et en images. 11 personnes ont été tuées et 6 blessées à Pittsburgh, en Pennsylvanie, aux États-Unis, ce samedi, quand un tireur a ouvert le feu dans une synagogue de la ville. Les motivations du tireur, qui a été inculpé de 29 chefs d'accusation pour crimes fédéraux, n'étaient pas connues dans l'immédiat. Il s'agirait d'un homme de 46 ans nommé Rob Bowers. Il déversait souvent sa haine sur les réseaux sociaux, détestait particulièrement les Juifs et n'était ainsi pas fan de Donald Trump, à son goût pas assez extrême et manipulé. Il sera poursuivi pour crimes antisémites et risque la peine de mort. La transition est toute trouvée pour nous amener au magazine du dimanche. Notre invité Idriss Traoré est installé. Il est le directeur général de la protection sociale au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Bienvenue, monsieur le directeur général. Merci. D'accord. Avant de démarrer notre entretien, je vous propose de suivre cet élément vidéo. Nous reviendrons ensuite pour échanger. 250 participants issus de 14 pays regroupés au sein de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, CIPRES, se sont retrouvés à Abidjan dans le cadre du 2e Forum international sur la retraite. Il s'est agi pendant 3 jours de partager les expériences relatives à l'exécution de la couverture sociale aux populations non couvertes, notamment les transporteurs, les agriculteurs, les commerçants et les artisans. À l'issue de ce forum, plusieurs recommandations ont été faites. Il y a lieu, conformément aux engagements politiques de nos États, qui ont fait de la diaspora une région au sein de l'Union africaine, d'élargir les couvertures sociales au niveau de nos compatriotes travailleurs migrants dans nos différents États. Et dans ce cadre-ci, aussi bien des mécanismes techniques, des mécanismes juridiques ont été proposés par le Forum afin d'améliorer cette couverture et surtout d'améliorer la coordination des législations nationales. Au niveau de la Côte d'Ivoire, toutes les réformes engagées par le gouvernement ont permis de faire un bond qualitatif au niveau de la sécurité sociale. Ces réformes ont été faites à temps utile et ont permis d'assurer l'équilibre financier de nos caisses sur le long terme. Donc nos institutions aujourd'hui sont calibrées pour un équilibre financier sur 20 ans, voire 30 ans. Et de permettre aussi d'assurer le bon droit aux bons bénéficiaires dans les meilleurs délais et dans des conditions optimales d'accueil, ce qui est un objectif primordial. Et surtout, ce qui importe pour l'État, c'est d'avoir une culture de bienveillance, d'écoute et d'empathie vis-à-vis de nos chers assurés sociaux. La conférence interafricaine de la prévoyance sociale compte se doter d'un fonds d'investissement financé par les organismes de prévoyance sociale des États. Alors, monsieur le directeur général, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Encore une fois. Dites-nous, avant d'en venir à ce forum international sur la retraite, dites-nous comment sont gérés les retraités du privé et ceux du public. C'est quoi la différence? Merci beaucoup. La différence fondamentale au niveau de ces deux entités se situe au niveau de la législation applicable. Effectivement, les fonctionnaires et agents de l'État sont régis par le statut général de la fonction publique, alors que les salariés par le Code du travail. C'est en gros les principales différences. Ceci étant, les principes de gestion de la retraite sont les mêmes. Qu'on soit fonctionnaire ou agent du privé, il faut avoir été déclaré dans une caisse. Dans le cas d'espèce, la CGRAE gère les fonctionnaires agents de l'État et la CNPS salariés du privé. Au niveau de la CGRAE, ça se fait quasi immédiatement. Dès que le fonctionnaire il est recruté, via la solde, la CGRAE a l'information. Au niveau de la CNPS, il faut faire une immatriculation par l'employeur. C'est la principale différence. Ensuite, en plus de cela, il faut avoir ce qu'on appelle une durée de stage, c'est-à-dire une période minimum de cotisation. En l'état actuel, aussi bien à la CNPS qu'à la CGRAE, on a 15 ans minimum pour avoir une pension complète, c'est-à-dire une pension viagère jusqu'à la mort. Et c'est un élément important à signaler. Par le passé, en fait, il n'était pas possible, ayant travaillé au public et au privé, de cumuler ces deux éléments. Mais depuis 2016, pratiquement, on a ce qu'on appelle la totalisation pour ratisation, qui permet à un citoyen ivoirien de travailler aussi bien au public et au privé de façon continue, comme il veut, de sorte qu'à l'âge de la retraite, il ait sa pension, sans problème
de jouissance en partie, et ainsi de suite. Ça, c'est une avancée importante. Et justement, concernant la valeur même de la pension, quand on est du privé ou du public, est-ce qu'il y a la différence est légère ou... Bon, vous savez, les pensions sont liées au niveau de traitement, pour ne pas dire le salaire qu'on a. C'est un élément aussi important, on va y revenir dans l'entretien. Mais principalement, la pension est liée au niveau du salaire. Évidemment, qu'on soit au privé ou au public, on n'a pas un niveau de traitement pareil. Bien sûr. Bien entendu, les pensions sont différentes. Mais sinon, le mécanisme même de calcul en lui-même est le même. D'accord. Dites-nous, où en sommes-nous aujourd'hui avec la retraite complémentaire? Où en est la Côte d'Ivoire avec ce concept? D'accord, merci beaucoup. Évidemment, la retraite complémentaire fait partie des éléments apportés par l'État de Côte d'Ivoire pour permettre à toutes ces personnes qui partiront à la retraite d'avoir des pensions plus importantes. Évidemment, on le sait tous dans nos différentes cités, on voit bien nos personnes en activité qui vont à la retraite baisser en termes de revenus. Bon, ce n'est pas vraiment honorable pour la Côte d'Ivoire et donc l'État de Côte d'Ivoire a décidé d'accompagner ces processus de mise en place de retraite complémentaire. En l'état actuel, au niveau des fonctionnaires, on est très avancé. On a ce qu'on appelle un dialogue social qui est en cours, qui a fini même sa première partie. Et donc, très prochainement, on devrait lancer le régime complémentaire des fonctionnaires. Et au secteur privé, ce sera pareil. De sorte que d'ici quelques temps, nos fonctionnaires à la retraite, comme nos salariés, ressemblent un peu à ce qu'on voit dans les pays développés, où les gens en fin de carrière à la retraite passent du bon temps. Alors qu'en Côte d'Ivoire, on a encore ces appréhensions-là. Mais ce régime qui va être mis en place de complémentaire a pour objectif, effectivement, de permettre à tous ceux qui vont à la retraite d'avoir une retraite beaucoup plus paisible. En quoi consiste-t-il exactement? Il y a une cotisation qui sera levée à côté de celle qui est connue. Oui, effectivement, le principe de la complémentaire, c'est le principe selon lequel la personne qui souhaitera avoir une retraite plus importante y participe. Évidemment, à raison de 10 000 francs, 15 000 francs voilà, le mois. C'est modulable, mais on est autour de ces montants. Et il y a la possibilité de cotiser beaucoup plus que d'autres. Elle est vraiment facultative pour une bonne partie en termes de niveau de cotisation. Mais dans la pratique, on a voulu que ce régime soit mis en place parce que jusqu'à actuellement, il n'existe pas en fait. Donc si moi, j'ai envie d'avoir une pension de retraite plus importante, je n'en ai pas la possibilité. Alors qu'avec une complémentaire, chaque travailleur en Côte d'Ivoire, fonctionnaire, salarié du privé, pourra décider lui-même de quel niveau de retraite il souhaiterait avoir. Voilà un peu les éléments. D'accord. Vous savez, monsieur le directeur général, il y a aussi certaines pathologies qui se développent avec l'âge. Oui. On parle de gériatrie, la médecine de la vieillesse. Est-ce qu'un centre est prévu dans vos projets pour les vieux, parce que pour les personnes du troisième âge, parce que quand elles sont âgées, la pension seule ne suffit pas souvent pour les soigner dans des cliniques? Oui, effectivement, ça fait partie des éléments importants en cours de mise en œuvre. Ça va, en Côte d'Ivoire, on a ce qu'on appelle la Société ivoirienne de gériatrie et de gérontologie. L'idée, effectivement, d'une telle société, c'est de réfléchir dès maintenant à toutes ces problématiques-là qui concernent les personnes du troisième âge. Évidemment, quand je regarde, par exemple, au niveau du CHU d'Angré, comme dans d'autres structures, on a des spécialités de gériatrie, c'est-à-dire des personnes qui sont formées, spécialistes, en tout ce qui concerne les maladies du troisième âge. On a aussi la gérontologie qui consiste, en fait, à intégrer les concepts du vieillissement dans toutes nos politiques sociales et économiques. De plus en plus, vous avez dû le remarquer, dans tout ce qu'il y a comme projet important en Côte d'Ivoire, cette composante est prise en compte. C'est pour dire que ces éléments-là sont en cours de mise en œuvre. Je pourrais même vous citer encore d'autres éléments. On a au niveau de la CNPS, de la SEGRAE, qui ont des projets très avancés de création de centres de gériatrie. C'est-à-dire des structures qui vont permettre à toutes les personnes du troisième âge d'y aller soit pour des soins, soit pour les accompagnements, soit pour les aider à monter même des projets. Donc, c'est des éléments qui sont très avancés et je pense que la Côte d'Ivoire est sur une très belle dynamique dans ce domaine. D'accord. On en vient maintenant à ce qui fait l'actualité, le forum, le deuxième forum international sur la retraite qui vient d'avoir lieu à Grand-Bassam et qui a démarré du mercredi 24 au 26 octobre dernier. C'est quoi déjà la zone CIPRES, la CIPRES? Merci. La CIPRES, en fait, c'est pour dire Conférence interafricaine de la prévoyance sociale. Et c'est un organisme sous-régional qui a été créé ici même en Côte d'Ivoire en 1993 par l'ensemble des pays de ce qu'on appelle zone CIPRES, qui constitue la zone franc. Et c'est essentiellement les ministres des Finances et les ministres en charge de la protection sociale. Bien entendu, ça a été créé pour permettre la régulation de tous les organismes de prévoyance sociale. Si vous permettez toujours, vous savez, les questions de retraite sont des questions longues. Et en termes de retraite, il faut toujours prendre des précautions, c'est-à-dire s'assurer que les engagements pris aujourd'hui pourront être respectés sur 20 ou 30 ans. Et à ce niveau-là, on a un organisme comme la CIPRES qui régule un peu tous les organismes et qui s'assure que tous les engagements pris pour la retraite seront respectés sur de longues périodes. Voilà un peu cet organisme. D'accord. Quels étaient les enjeux véritables de ce forum? D'accord, merci beaucoup. Le forum, comme vous l'avez dit, on est au deuxième forum et il y a eu un premier forum à Yaoundé, au Cameroun, effectivement. Et l'idée, en fait, était de mettre une plateforme avec tous les experts du domaine de la retraite.
Évidemment, en Côte d'Ivoire, l'enjeu premier, c'était d'abord de faire le bilan de Yaoundé, où il y a eu un ensemble de résolutions, dont la mise en place des régimes complémentaires. Et à Abidjan, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, en première ligne, il était question de faire ce bilan-là, qui a été fait. Et ensuite, 4 grandes thématiques qui constituent l'actualité même de la retraite ont été présentées sous forme de thèmes scientifiques. Je peux peut-être vous les présenter rapidement. 4 thématiques, voilà. Oui, allez-y. La première concerne un peu l'extension de la couverture sociale. Aux personnes non couvertes. Personnes non couvertes, évidemment. C'est-à-dire quoi? Les commerçants, les artisans, les agriculteurs. Toutes ces personnes qui sont des travailleurs au sens large de la chose, bien sûr, mais hélas, n'ont pas de couverture sociale en termes de retraite. Donc, c'est un sujet qui a été approfondi durant ce forum. Mais cela dit, en Côte d'Ivoire, déjà, des initiatives qu'on a prises. On est en train d'opérationnaliser un certain nombre de projets. On a par exemple un projet porté par la CNPS qui s'appelle l'extension de la couverture sociale. Et donc, c'est un projet qui est pratiquement en voie de finalisation. Les études techniques et actuariales sont très avancées. Et on est au stade même de pouvoir proposer une réglementation pour que très prochainement, toutes ces personnes-là, artisans, transporteurs, travailleurs du secteur informel, puissent avoir une retraite, un peu comme les fonctionnaires et agents de l'État. Donc ça, c'était le premier thème. Le second thème, il a concerné les migrants, les travailleurs migrants et la portabilité des prestations. Évidemment, lorsqu'on est ivoirien, qu'on travaille en Côte d'Ivoire, la question ne se pose pas. Mais vous avez des Ivoiriens qui travaillent hors de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens qui travaillent au Sénégal, au Burkina Faso, en France, aux États-Unis, partout dans le monde. Et sur ce thème, il était question de voir comment faire pour préserver leurs droits. On profite de votre micro, de votre plateau pour remercier le ministère de l'Intégration africaine qui nous a aidé un peu dans la compilation des données et aussi la CEDEAO qui a participé aussi à la mise en œuvre de ce forum-là. Pour dire qu'en l'état actuel, on a un ensemble de conventions qu'on appelle conventions multilatérales qui permettent un peu à tous ces citoyens-là qu'on appelle migrants, c'est-à-dire qui travaillent dans différents pays, de bénéficier d'une couverture sociale. Et les 2 derniers thèmes? 2 derniers rapidement. Le troisième concernait ce qu'on appelle la viabilité financière et juridique des régimes. C'est un thème important. Parce que comme on a dit, la retraite, une chose est de garantir des niveaux de pension élevés, mais 2, c'est de maintenir ça. Cela dit en passant, la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui ont une régularité de paiement de pension. Je le dis parce que bon, ça paraît évident. Mais la Côte d'Ivoire est un pays qui honore toutes ses pensions. Tout est payé mensuellement et d'aucuns même diraient c'est payé avant même les fonctionnaires. C'est pour dire que la Côte d'Ivoire a beaucoup d'éléments positifs sur ce point. Monsieur le directeur général, quelles sont les retombées de ce forum pour la Côte d'Ivoire? D'accord. Première retombée pour la Côte d'Ivoire, c'est d'avoir une assurance, si on peut le dire, une assurance de savoir que nos différents régimes de retraite sont gérés de façon correcte, en phase avec les normes de gestion et de gouvernance en la matière. Vous avez peut-être vu dans l'élément, on a eu à avoir des présentations de la Banque mondiale, du BIT et d'autres structures de l'Union européenne qui sont en quelque sorte des référents, qui nous permettent à chaque fois d'ajuster nos politiques dans ce domaine-là. Et à chaque fois, on a bien compris que la Côte d'Ivoire était un pays qui avait fait beaucoup de réformes pour que ces différentes questions soient vraiment réglées de façon harmonieuse. D'accord. À quand une augmentation de la pension retraite en Côte d'Ivoire? Bon, c'est une bonne question, même s'il faut le dire, merci de la question, il faut le dire, les pensions ont déjà connu des augmentations. En 2014, au niveau du secteur privé, on a connu 8%, en 2017, encore 5%. On pourrait convenir que ce n'est pas substantiel, mais vous savez, en termes de pension, il y a 2 choses. Il y a d'abord la régularité de la pension. Oui, il faut d'abord garantir un niveau de pension qui soit payé correctement. Bien sûr. Il y a des années, il y a environ quelques années en Côte d'Ivoire, on était à des pensions payées trimestriellement. Oui, alors que là, actuellement, on a des pensions payées par mois et comme je disais, avant même les fonctionnaires. Donc ça, c'est un élément important. Et pour tout ce qui concerne les augmentations, on a des études actuarielles qui sont régulièrement faites, de sorte que lorsqu'une augmentation est prévue, elle soit annoncée officiellement et elle soit tenue dans le temps, en fait. Donc pour revenir, il y a eu 5%, il y a eu 8%, c'est déjà pas mal. Et comme on l'a dit, au fur et à mesure de l'évolution de la conjoncture générale, les augmentations pourront se faire. Et pour terminer, Monsieur le directeur général, dans le secteur de la sécurité sociale, vous pensez que la Côte d'Ivoire est en voie d'avoir un secteur fort? En 30 secondes. Oui, je pense que la Côte d'Ivoire est sur une très bonne lancée. Je disais tantôt qu'on a un régime en cours de sortie, celui d'extension de la couverture sociale au travail du secteur informel, qui, hélas, constitue près de 90% de nos États et qui ont quasiment aucune couverture sociale. On a la CMU qui est en train d'être mise en œuvre et rapidement, ce projet-là pourra aussi compléter cette CMU. On a aussi la complémentaire pour les fonctionnaires et agents de l'État et secteur privé qui permettra en tout cas d'ici quelques temps d'avoir des retraités avec une meilleure mine que maintenant.
de sorte que la Côte d'Ivoire soit vraiment en marche dans ce domaine-là. Une retraite paisible. Paisible, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Merci, M. Traoré. Idriss Traoré, directeur général de la protection sociale au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Merci d'être venu sur notre plateau. Nous avons pu parler largement de la pension de retraite en Côte d'Ivoire, la couverture vieillesse. C'était le dimanche magazine. Nos portes vous sont ouvertes, Monsieur le directeur général. Revenez quand vous voulez. Merci à vous, chers téléspectateurs. Bon dimanche chez vous.